Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Histoire de Fou qui reprend du service après de nombreux mois de pause. J'ai eu envie de reprendre la chaîne pour vous parler de santé mentale, de psychopathologie, de psychiatrie. Et on va commencer donc par traiter du trouble de la personnalité borderline. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos sur ce diagnostic. Et du coup, pour commencer, je me suis dit que j'allais être simple. On allait commencer par le début, c'est-à-dire prendre les symptômes du DSM un par un et que je vous explique un petit peu plus, enfin que je précise en fait ce qu'ils veulent dire par là, dans les termes qu'ils utilisent. Euh, et donc, euh, et donc voilà, on va commencer par le premier symptôme, le symptôme numéro un du DSM, qui est donc des efforts effrénés pour éviter un abandon perçu ou réel. Alors, en réalité, alors, bon, déjà, il y a deux choses. Il y a le perçu et réel. Ça, ce sera important, on va le voir après. Mais alors, déjà, je voulais en fait préciser ce que ça voulait dire. Enfin, la peur de l'abandon. C'est pas une peur de l'abandon dans le sens uniquement peur d'être seul. C'est en fait une peur, enfin, une tempête émotionnelle, une douleur énorme dans les tripes, quoi. Euh, dans les situations de début et de fin. Donc, gros stress pour les premiers rendez-vous, les rentrées scolaires, aller à une soirée où on connaît personne. Voilà, donc tout ça, c'est très très intense à ces moments-là. Et ça aura tendance à d'ailleurs jouer après en notre défaveur par la suite parce que le souvenir de la première rencontre, du premier jour, du premier machin, sera marqué dans notre esprit pour toujours, indélébile, enfin de manière indélébile. Euh, à cause de l'intensité émotionnelle du moment, donc, mais de façon biaisée, c'est-à-dire que en fait, les choses ne sont pas passées exactement comme ça, mais c'est notre mémoire qui, du coup, à cause de l'émotion, a marqué ça comme ça. Donc les peurs du début et les peurs des fins surtout. La peur des séparations, des derniers jours, le dernier jour d'école, le moment de la soirée où on doit s'en aller, le moment où on doit prendre le train pour partir en vacances, le moment où on doit prendre le train pour revenir des vacances, le moment où, mais surtout, enfin, là où c'est vraiment difficile, c'est quand c'est des vrais abandons, c'est-à-dire des séparations définitives. Notamment, notamment j'avais pensé comme exemple à vous donner les déménagements. Pour un borderline, un déménagement, c'est une torture. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'excitation saine de commencer un nouveau chapitre, ou d'être dans un nouvel endroit où on va être bien, où on va être mieux en général. Si on déménage, en général, c'est pour être mieux. Mais le fait de quitter son foyer, sa maison d'avant, je peux vous dire que c'est vraiment une torture. Par exemple, quand j'étais petite, donc j'avais 10-11 ans, mes parents ont vendu l'appartement dans lequel on vivait pour acheter une maison beaucoup plus grande, enfin super bien avec un jardin et tout et tout. Et en fait, avec ma petite sœur, pendant 3 mois, quand mes parents avaient vendu l'appartement, mais les nouveaux propriétaires n'avaient pas encore emménagé, on avait gardé les clés. Et pendant 3 mois, tous les jours après l'école, on allait dans l'appartement d'avant, alors on était censé aller à la maison. On allait ouais, non, j'avais 11 ans parce que j'étais en sixième. Donc on allait dans l'appartement d'avant et on se mettait dans notre ancienne chambre. On s'assit par terre, il n'y avait plus rien, plus de meubles, plus rien, même plus le papier peint et tout. Les propriétaires avaient commencé les travaux, donc voilà, il n'y avait plus rien. Et on pleurait. On pleurait pendant 1 heure, voilà, tous les jours, en secret de nos parents. Euh, donc voilà, et moi ça a été un drame, hein. J'ai vécu le fait de déménager de cet appartement pour aller dans la maison comme vraiment un truc, un deuil incroyable, quoi. Genre, je m'en suis jamais remise, hein, en fait, un peu après. Et là, récemment, par exemple, il y a mon père et ma mère qui ont vendu notre maison, donc la fameuse maison dont je vous parlais, pour pouvoir chacun de leur côté acheter une maison ou un appartement ailleurs. Et donc ils ont quitté Paris et tout ça. Et du coup, ma maison, là où j'avais grandi entre 11 ans et récemment, et donc est partie, quoi. Il y avait plus cette maison. Et en fait, genre, ça m'a fait un choc, mais je peux pas aller à Paris maintenant. Pour l'instant, je peux plus retourner à Paris parce que je peux pas retourner et me dire que je peux pas aller dans la maison. Ça me déchire tellement le cœur que j'arrive même pas à l'intégrer, en fait, pour l'instant. Voilà. Il y a ça.
Euh, oui, donc d'autres exemples. Alors, par exemple, aussi, phobie de l'abandon. Qu'est-ce que ça peut, dans le concret, qu'est-ce que ça peut donner? Par exemple, on va interpréter comme un abandon les gens qui répondent pas au texto. Voilà, quand on voit un message et qu'on n'a pas de réponse au bout de quelques heures, on commence à paniquer et à être vraiment mal et à se dire, voilà, la personne me déteste, la personne s'en fout de moi, ou enfin, on souffre beaucoup et on est très inquiet de ça. Par exemple aussi, oui, quand on n'est pas interrogé par les profs. Par exemple, enfin, moi, ça m'arrivait beaucoup dans ma scolarité, vu que j'étais une intello et que voilà, j'étais un peu première de classe et tout. Je vais tout le monde, enfin, surtout au collège, je levais beaucoup la main parce que je voulais répondre à la question. Et en fait, les profs m'interrogeaient jamais parce que voilà, ils savaient que je savais. Voilà. Donc, ils préféraient faire participer les autres élèves avec moins de facilité. Et genre, je me sentais mais vraiment mais dégoûtée quoi genre au lycée par exemple en terminale j'avais une prof d'anglais qui ne m'aimait pas trop parce que je l'avais corrigée au début de l'année enfin voilà ça enfin, j'étais plus forte qu'elle entre guillemets je parlais mieux anglais qu'elle comme élève alors qu'elle était prof et du coup elle m'interrogeait jamais parce que bah voilà elle disait bah oui mais toi tu enfin, t'as pas besoin de participer, on sait déjà que tu parles anglais couramment et tout, donc ça sert à rien. Et du coup, j'avais clashé la prof, je lui avais dit franchement, c'est ça, d'accord. J'ai changé de place, je me suis mise au fond de la classe, et je lui ai dit maintenant, vous savez quoi, vous me parlez pas, je vous parle pas, et moi je fais ma life, je fais autre chose pendant le cours et tout, puisque je parle couramment et que j'ai pas besoin d'être dans le cours, bah, je suis pas dans le cours. Mais par contre, vous m'interrogez pas quand vous êtes dans la merde et que personne ne sait répondre et que par contre au dernier moment, ah ouais mais là il y a personne qui sait répondre, alors finalement, moi, Caroline, tu peux nous donner la réponse. Démerdez-vous maintenant. Voilà. Et on s'est clashé comme ça et j'ai fait ça. Et franchement, elle était dégoûtée, la prof. Après, elle était là, bon, ouais, mais il faudrait bien que tu puisses aider la classe quand même et tout machin. J'étais là, non, non, c'est bon, tu m'as. Voilà, bah. Et ouais, je le vis vraiment mal, ça par exemple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté donc alors, pour faire face à cette peur de l'abandon, donc cette peur voilà, des séparations, des coupures de liens en fait, des coupures de liens, que ce soit avec quelqu'un, ou avec un lieu, ou avec un objet, ou avec, voilà, ça peut être, par exemple, un autre peur de l'abandon, ça peut être, on perd un bijou par exemple auquel on tient beaucoup, ou voilà, on prête un DVD de notre film préféré à quelqu'un et il ne le rend jamais. Et ben ça va être un abandon, vous voyez, par rapport à un objet. On va se sentir, on va faire un effort énorme pour essayer de retrouver cet objet et on va être vraiment en détresse émotionnelle parce qu'on l'a plus, vous voyez. Et on va nous dire, ouais, mais t'as qu'à racheter un autre. Et on va dire, non, moi c'est pas un autre. Enfin voilà, on a du mal à quitter les choses. Voilà, à quitter les choses et surtout quand c'est définitif. Voilà. Donc on se raconte un peu des histoires en général en se disant, enfin voilà, vous voyez, on va être du genre à essayer du coup de faire des compromis avec nous-mêmes pour que ce soit pas un abandon définitif. Du coup, on va par exemple garder les numéros de ses ex, tu vois, même si bon, voilà, c'est sûr que on va jamais se remettre avec la personne et tout, mais on veut avoir la possibilité de pouvoir envoyer un message de temps en temps pour la bonne année, vous voyez, c'est tout bête, hein, mais voilà, je sais que moi par exemple j'ai encore le numéro d'un ex d'il y a beaucoup d'années, de quand j'avais 22 ans, donc voilà, avec qui, voilà, enfin, genre, voilà, ça sert à rien en fait, mais bon, de temps en temps, comme ça, tous les ans, on se renvoie un petit message, en général voilà, pour les fêtes ou des choses comme ça. Voilà, mais ça veut rien dire, enfin, c'est pas, je m'en fous en fait, en vrai, enfin, non, je m'en fous pas, c'est un mec bien et tout, mais voilà, j'ai aucune intention d'aller faire quoi que ce soit avec lui à nouveau. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas réussi à couper complètement le lien total en essuyant, en effaçant le numéro. Alors, donc pour faire face à la peur, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est donc que c'est un symptôme, cette peur. Donc, il ne faut pas se dire que c'est nous-mêmes, en fait, que c'est vraiment nous qui avons peur de l'abandon. Enfin, c'est pas, pas notre vrai nous, c'est pas l'adulte raisonnable rationnel et tout, machin, que je suis aujourd'hui. Trouve ça complètement génial que mes parents aient vendu la maison pour pouvoir chacun acheter un truc de leur côté. Ma mère va venir habiter avec moi là où j'habite. Mon père lui a trouvé une maison magnifique dans la campagne comme il avait toujours voulu. Tout le monde est, enfin, voilà, j'ai très conscience. C'est le symptôme c'est le symptôme de la peur de l'abandon qui fait
qui est déclenchée par des situations de séparation, de coupure de lien et tout. Et c'est cette peur-là qui m'envahit à ce moment-là. Ce n'est pas moi, c'est le symptôme, c'est la maladie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Ah oui, par contre, petite mise en garde. Pour les autres personnes autour, ne pas minimiser la peur de la personne en lui disant oui mais de toute façon c'est ta peur de l'abandon perçue, c'est pas réel, c'est perçu, donc c'est ton imagination et en fait il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de quoi stresser, il n'y a pas de quoi avoir peur, il n'y a pas de quoi être triste, c'est juste ton imagination, il n'y a pas d'abandon. Voilà, alors ça c'est pas du tout une bonne idée. Invalider les émotions des borderline en leur disant c'est dans ta tête et en fait c'est pas réel, c'est vraiment amplifier la douleur et la gravité de la tempête qui se passe à l'intérieur. Il faut, voilà, c'est parce que la peur qui vous anime à ce moment-là, l'émotion, elle est extrêmement réelle. Hein, elle est très très concrète quand on la vit. Hein, c'est physique, je veux dire. C'est parce que c'est pas en fait qu'on y pense, qu'on remue dans notre tête. C'est pas ça. Hein. C'est plutôt que, en fait, quand tout d'un coup on se rend compte que la séparation est là, c'est physiquement, on est mal, quoi. Genre, on est mal physiquement, c'est-à-dire qu'on a le ventre, pam, on a une barre dans l'estomac, genre super fort, comme si on nous avait punché foutu un gros coup de poing dans le ventre. On tremble, on pleure, enfin, on est effondré physiquement, je veux dire, c'est ça, hein, voilà. Donc, nous invalider en disant c'est que ton imagination et tout, c'est pas cool, pour faire un euphémisme. Et aussi, en plus, c'est pas forcément vrai, parce que par contre, il y a des fois où c'est de vrais abandons. Des fois, par exemple, si voilà, tu te fais larguer par ton mec, bah, peut-être qu'il a ses raisons et tout, mais bah, c'est quand même un vrai abandon. Donc, du coup, mais abandon, en fait, j'aime pas le mot, comment enfin, j'aime pas on emploie ce mot-là dans le symptôme, parce que, en fait, on dirait que c'est forcément un truc où on est là, non, ne me quitte pas, tu dois pardonner, je ne serai plus jamais folle. Et que le mec est là, non, je m'en vais, laisse-moi. Voilà, en fait, ça met une certaine position d'infériorité sur le borderline, je trouve, cette idée de dire qu'on a peur de l'abandon. C'est plutôt, voilà, on a peur de la coupure d'un lien, on a peur voilà, de quitter des choses, on a peur de la séparation. Voilà. Et donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de level comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous citer une petite phrase de Roosevelt qui dit que faites quelque chose et si ça ne marche pas, essayez autre chose. Donc c'est une citation de Roosevelt en 1933 et je trouve ça marrant pour faire la transition avec comment on s'en sort. Alors, je vais d'abord vous donner les 4 techniques pourries que vous pouvez essayer mais qui ne marchent pas et qui sont nulles. Donc, il vaut mieux pas les faire. Par expérience, maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas les faire, ces techniques-là. Alors, la première technique qui est pourrie, qu'il ne faut pas faire. Coller les gens pour éviter qu'ils partent. Genre devenir, c'est genre, non, tu sors pas sans moi, non, je veux pas, tu pars en vacances, non, on va pas voir tes parents pour Noël, non, ne va pas aller au travail ce matin. Voilà, donc coller les personnes, devenir harceler le texto toute la journée, oui, machin, 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 voilà. Ça, c'est pas du tout une bonne stratégie parce que ça va faire l'effet inverse. La personne va effectivement, plus elle est à coller, l'étouffer. Au départ, la personne va peut-être, pour essayer de vous apaiser, voilà, si vous faites des crises de larmes, machin et tout, la personne qui n'est pas habituée au début va peut-être essayer de rentrer dans votre jeu, va du coup tomber un peu dans le panneau et puis va du coup rester avec vous tout le temps et tout pour essayer de vous aider, mais au bout d'un moment, ils vont en avoir marre et ils vont s'en aller, hein, je veux dire, ça c'est clair. Donc ça va plutôt faire l'inverse de ce qu'on veut. Deuxième technique pourrie qui marche pas, le chantage affectif. De toute façon, si tu vas à cette soirée, et ben moi, je sors me bourrer la gueule avec mon ex et on verra bien ce qui va se passer, nanana. Voilà, mettons. Hein. Ou alors bien pire, mais ce qui arrive souvent chez les borderline, le chantage affectif par le suicide. C'est-à-dire, si tu t'en vas, je vais me suicider. Voilà. Si tu me quittes, je vais me suicider. Voilà, si je retrouve pas mon bracelet, en or, machin, je vais me suicider. Enfin bon, voilà. Tout ce qui est le chantage affectif au suicide, ça c'est un truc qui arrive assez souvent, mais chez les borderline jeunes en général. Hein, c'est plutôt chez les borderline à partir de l'adolescence jusqu'à 25-27 ans, 20, à peu près, mais pas beaucoup. Après ça s'arrête, hein, normalement. Voilà. Troisième technique pourrie, éviter le plus les séparations possibles. Donc, par exemple, un truc tout con que j'ai pensé comme exemple, c'est moi, je disais pas au revoir à la fin des soirées. Pour pas avoir ce moment de tristesse, de oh, la soirée est terminée, je dois rentrer chez moi et tout.
où l'excitation du coup de la fête redescend, tu sais, et puis là, du coup tu quittes tes copines, tu quittes tes potes, tu quittes la musique, la fête, la danse, l'alcool, machin, bon. Enfin tu quittes le flex, et à un moment, bah, du coup je disais jamais au revoir aux soirées, je me barrais comme ça, c'est-à-dire que d'un coup, quand je sentais que j'en avais marre, ou que c'était plus, voilà, qu'il fallait s'en aller, quoi, discrètement, tout le monde était occupé, hop, j'allais dans la chambre, je prenais mon manteau, mon sac, et discrètement, je sortais et je partais. Et après, les gens, ils me disaient, enfin, le lendemain, ils me disaient, mais t'es passé où et tout, machin, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et moi, je disais, bah non, mais je suis rentrée chez moi et tout. Et les gens, après, ça me disait, ouf, toi, pourquoi tu savais pas dire au revoir et tout. Moi, je disais, bah non, mais je n'aime pas dire au revoir et tout. Voilà, et c'est vrai que c'était assez problématique, enfin, les gens se m'en voulaient pas mal en général, que je fasse ça. Mais bon, après, ils étaient habitués, donc du coup, ça va, j'avais le droit de faire ça, c'était pas trop grave. Mais en tout cas, voilà, donc éviter les séparations. C'est-à-dire, par exemple, voilà, du coup, ne jamais, par exemple, partir en vacances avec ses copines parce qu'on ne veut pas quitter son chéri, donc on part jamais, on reste tout le temps à la maison avec lui. Bon, bah, ça, voilà, ça, c'est une technique qui marche pas et qui est pourrie parce que il faut assumer quand même un petit peu, je veux dire, le fait de se séparer et de rendre ça officiel. C'est-à-dire que par des moments, il y aura forcément des moments qu'il ne faut pas éviter, voilà, comme voilà, sur le quai de la gare, le départ, voilà. Et la technique par contre, la technique numéro 4, pourrie, qui va pas marcher, qui va vous revenir en pleine gueule, c'est rejeter du coup les autres en premier pour pas pour pas se faire abandonner nous-mêmes. Voilà. Donc en fait, au lieu d'attendre l'abandon, ou d'avoir peur de l'abandon pendant voilà, on préfère abandonner en premier. Voilà. Comme ça, hop, dès qu'on sent un petit problème dans la relation et tout, pam, on s'en va, on pousse, brutalement, on rejette. Et comme ça, on n'est pas, voilà, on n'est pas quitté, c'est nous qui quittons. Je vous avoue que c'est le truc que je l'ai mis en dernier parce que c'est le truc que j'ai expérimenté en dernier, que j'ai encore expérimenté il n'y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte par contre qu'il y avait des fois où l'abandon était nécessaire par contre. Hein. C'est-à-dire que l'abandon, la séparation, la coupure du lien, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure qui était meilleure, je trouve, des fois c'est nécessaire. C'est-à-dire que par exemple, pour l'exemple du déménagement, nous, quand on a emménagé dans notre maison quand j'avais 11 ans, c'était nécessaire. Je veux dire, je suis en sixième, ma petite sœur était en école primaire, mais, voilà, mais bon, on commençait à être un peu grande et tout pour être dans la même chambre, avec nos jouets partout, machin. Donc, il a bien fallu que, voilà, c'est nécessaire qu'on ait, au bout d'un moment, qu'on ait chacune notre chambre, pour moi, je puisse me faire mes devoirs, machin, mes trucs d'adolescente, enfin, de préadolescente. Et ma petite sœur, elle était encore petite, machin, elle avait besoin de son espace à elle pour jouer, pour développer son imaginaire, pour développer son intimité, voilà. Et puis mes parents, ils avaient besoin aussi d'avoir plus de place voilà, pour qu'on ait un jardin, pour qu'on ait voilà, un confort matériel voilà, plus agréable. Donc c'est par exemple ça, c'était une séparation nécessaire. Et si on n'aurait pas pu grandir jusqu'à mes 28 ans dans l'appartement 3 pièces d'avant, quoi. Voilà, donc voilà, des fois on a peur de l'abandon. Donc en fait, c'est là que c'est important de se rappeler que c'est un symptôme, donc on peut le surpasser. Le surpasser, non, comment on dit? On peut le dépasser, enfin, on peut passer au-dessus du symptôme, enfin, on peut en fait le traverser en ayant effectivement l'émotion et la détresse que ça provoque, mais en se disant, ce n'est que le symptôme, je vais si je dépasse la peur, si je continue mon chemin vers cette séparation, je sais que derrière la peur, après la peur, il y a une situation meilleure. Voilà. Donc en fait, ce sera pour mon bien. Mais la peur va vous envahir quand même. Hein. Vous avez beau savoir et tout que c'est ça, le symptôme, il est là quand même. Hein. Et c'est une peur, vous voyez, c'est pas une peur genre du stress. C'est pas de l'anxiété. Hein. Quand on dit une peur, j'aime pas trop parce que c'est pas vraiment une peur. C'est plutôt vraiment une espèce de phobie viscérale. Genre, c'est pas du tout rationnel. Enfin, c'est pas du tout objectif et tout. Genre, c'est juste que ça déclenche un truc très, 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 très profond. C'est genre une émotion mais de douleur interne, mais enfin, je ne peux pas vraiment décrire avec des mots en fait. Hein. C'est une douleur interne, voilà, enfin, extrêmement, enfin, plus douloureuse que n'importe quelle autre émotion qu'on puisse ressentir au monde. Enfin, pour les borderline en tout cas, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Et heureusement, j'ai une cinquième stratégie que j'ai développée alors, maintenant, qui celle-là, elle, est pas mal. Ce sera la thérapie par l'exposition et l'acceptation radicale du changement sur lequel voilà, on doit passer
Comme j'ai pensé à une phrase un peu catchy pour résumer cette méthode, enfin ce mécanisme de défense, c'est tous les ponts ne sont pas évitables. Voilà, c'est-à-dire que en fait, les moments de séparation, les moments où il faut sauter dans le précipice, voilà. Le moment où il faut aller dans la transition. Ça va pas durer, ça peut durer quelques minutes ou ça peut durer des années la transition, hein, mais il va falloir passer par le pont pour pouvoir arriver de l'autre côté et être à nouveau sécure et être à nouveau à l'aise, hein. Donc il y a des moments où même si on a peur, on est obligé d'y aller, hein, c'est comme ça. Donc ça voilà, la stratégie de l'acceptation radicale, c'est Marshall Linehan dans la technique dialectique comportementale qui a développée. Et par contre, la thérapie par l'exposition, ça c'est moi qui ai eu vraiment l'idée de la mettre là parce que j'ai trouvé en fait que effectivement plus je m'habituais à faire des séparations définitives ou à effectivement couper des liens et tout, moins c'était délicat pour moi de gérer l'émotion à ce moment-là. L'émotion a tendance à descendre en intensité quand la séparation arrive. Les moments de séparation, et je vous ai dit, hein, une séparation, ça peut juste être quitter une soirée, hein, arrive régulièrement. Voilà. Euh, et surtout, voilà, c'est la stratégie qui marche le mieux, ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en cas de... Ah, je suis mal assise. En cas de déclenchement, donc déclenchement, je sais pas comment on dit. En cas de quand ça arrive, la peur de l'abandon, voilà, la coupure du lien, c'est très important d'essayer d'arriver à se calmer soi-même, plutôt que de rechercher la consolation, enfin le fait voilà, d'être assuré, d'être consolé par l'extérieur. Ça marche. C'est-à-dire si, par exemple, vous voyez, si vous êtes désespéré parce que voilà, donc votre chéri a rompu, il est parti, voilà, machin. Bon. Si vous appelez toutes vos copines toute la journée et qu'ils vont vous écouter, qu'ils vont vous rassurer, qu'ils vous diront allez ma belle, pleure, allez, c'est pas grave, pleure, 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 c'est normal et tout, ça va aller, tu vas en rencontrer un autre, ça va aller, tu vas l'oublier, machin. Bon. Ça marche un peu, mais pas vraiment en fait. Ça marche pas vraiment, ça fait du bien sur le coup, mais en fait, là, ça recommence 2 secondes après, hein. Donc en fait, dès qu'on a raccroché le téléphone, ça reprend. Donc en fait, ce qui marche vraiment le mieux, c'est de savoir se calmer soi-même. Et pour ça, je recommande, il y a plusieurs techniques, mais pour se calmer soi-même, je recommande d'avoir un endroit où on peut s'isoler. Alors ça peut être dans la nature, ça peut être chez vous, dans votre appartement, votre maison, ça peut être dans votre chambre si vous vivez avec des autres personnes, ça peut être dans les toilettes, ça peut être dans la salle de bain, dans n'importe voilà. Un endroit où vous pouvez faire du bruit, taper dans les trucs et voilà, foutre le bordel un peu quoi. Voilà. Et là, en fait, je vous conseille de vraiment lâcher votre détresse sur, voilà, et pleurer, 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 pleurer. Ça fait du bien, vraiment, si vous avez envie. Mais pas pleurer. C'est vraiment pleurer chez un borderline, c'est pas... Oh, c'est un peu triste. C'est genre... Voilà, c'est genre comme un animal, quoi, hein. Ouais, Et donc, voilà, et puis en fait, de s'auto, voilà, caresser, voilà, allez, voilà, toucher les cheveux. Bon, je vais pas le faire, parce que on va avoir l'impression que je suis dans un clip un clip de Jennifer Lopez. Ouais. Et voilà, c'est voilà, tac, écrire vite, mais à la main, pas sur l'ordinateur. Ça marche bien aussi. Mettre la musique à fond et voilà, danser dans tous les sens. Enfin, voilà, de toute façon, les techniques pour calmer les crises borderline, je vais en partager pas mal avec vous dans ces vidéos, donc je vais pas vous raconter tout maintenant. Mais voilà. Donc, ah oui, et aussi, dernier petit conseil, ce qui marche bien pour calmer la peur de la coupure du lien, c'est les doudous. C'est-à-dire, vous avez forcément le doudou de quand vous étiez petit, donc l'objet transitionnel, comme des monicottes.
Et donc, vous avez peut-être encore gardé, comme moi, j'ai regardé ma poupée quand j'étais bébé. Voilà, c'est ma Rosalie. Elle est très très importante pour moi. Voilà, je ne voudrais pas la perdre, hein, surtout. Et je l'ai encore et ça compte beaucoup pour moi de l'avoir encore. Ça me fait du bien quand, voilà, quand je suis pas bien et tout, je la prends et puis voilà, ça me permet de m'apaiser assez facilement. Mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses, des objets doudou par exemple. Ce collier, vous voyez, pour moi c'est un objet doudou. Les bagues que j'ai au doigt, c'est des objets doudou. Je mets des pyjamas doudou. J'ai un canapé doudou, j'ai des draps doudou, j'ai une coque de portable doudou. Enfin voilà, bon. C'est l'idée du doudou quoi. L'idée d'avoir des objets totems en fait, qui vous permettent de vous rassurer, de vous calmer et de retrouver votre sécurité intérieure sans faire appel aux autres personnes. Voilà. Et de vous sentir à nouveau complet, hein, entier. Plus ce vide comme ça tout d'un coup comme si le puits, voilà, non, tout d'un coup ça. Voilà. Des fois j'ai un peu mal à trouver les mots, alors je vais faire des gestes. C'est un peu genre je suis le mime morceau. Pardon, désolé, fin de vidéo, je suis un peu à l'ouest. Alors voilà, donc c'est bon, ça on a dit. Donc, alors oui, donc en conclusion, je prends mes notes, parce que ça, elle était pas mal, la conclusion que j'avais préparée. Finalement, peu importe que l'abandon soit réel ou perçu, la meilleure méthode baroque, ça c'est ce que dit mon psy quand je trouve des idées comme ça, c'est les méthodes baroques, c'est de se rappeler régulièrement à soi-même qu'on est capable de trouver en soi, en soi-même, en nous-mêmes, notre sécurité intérieure. Nous n'avons pas besoin d'une maison, d'une personne, d'un objet, en fait, pour se sentir en sécurité. Nous pouvons trouver la paix et la sécurité intérieure au fond de nous-mêmes, avec nous-mêmes, grâce à nous-mêmes. Voilà. Merci pour cette conclusion. Ouais, standing ovation du public. Wouh, quelle vidéo incroyable. Voilà, donc je vous laisse. 26 minutes 22, ça va, c'est pas trop grave encore. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt donc pour le symptôme numéro 2.